Le coaching, c'est un cadre et un contrat. Donc si on fait une séance de coaching, on se serrera la main et on partira parce qu'on devient une équipe ensemble. Les dirigeants, vous ne devez pas tout maîtriser en fait. Vous êtes des chefs d'orchestre. Vous devez juste faire en sorte qu'à la fin, le son est magnifique. La symphonie. La symphonie. La communication est vraiment essentielle. Que ce soit avec tes collaborateurs, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec ton épouse. S'il y a une bonne communication, eh ben, tout passe. En fait, un dirigeant devrait être un coach. Wow. Mais un dirigeant, c'est tout. Un facilitateur, un enseignant, un coach, un chef d'orchestre. Tu dois avoir plein de casquettes et un communicant. Bonjour et bienvenue dans cette émission Conversation avec Charbel. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Karima. Karima, elle est coach de dirigeants. La première fois que je l'ai rencontrée et elle m'a parlé de son métier, ça m'a interpellé. Coaching de dirigeants. Il se fait que j'en suis un. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu l'inviter pour qu'elle nous parle un tout petit peu de son parcours, qu'est-ce qui l'a emmené à ce métier et bien sûr, les anecdotes qui sont croustillantes qu'elle va nous partager. Bonjour et bienvenue à toi, Karima. Bonjour, Charbel. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Est-ce que tu veux, en quelques mots, nous dire ton parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené à ce métier? Je vais essayer en quelques mots, mais je te garantis rien. Comment je suis arrivée à ce métier? Alors, il faut que tu saches, et tu ne le savais pas, que j'ai un passé d'infirmière. Donc, j'ai déjà été accompagnante. Alors oui, j'accompagnais, j'administrais, je prenais soin. Là, j'accompagne toujours, mais d'une autre façon. Donc, j'ai toujours aimé accompagner les gens. Donc, infirmière, assez rapidement, je suis arrivée directrice communication d'une clinique. J'ai été diplômée d'un MBA en marketing et communication de la santé à la Sorbonne. Et je me suis retrouvée à un moment de ma vie où voilà, j'ai perdu mon travail en tant que directrice communication et je me suis dit, lance-toi à ton compte. Pourquoi? Parce que j'ai une valeur qui est hyper importante de liberté et qui fait que j'avais déjà goûté ça en tant qu'infirmière libérale, mais aussi j'étais gérante d'une société. Donc j'avais goûté un petit peu, tu vois, le truc où tu as quand même cette liberté et puis ces challenges, les défis. Et j'avais envie d'aller là-dessus. J'ai été contactée par des hôpitaux, des services pour faire du consulting. Et je me suis dit, allez, pour faire du consulting, je vais me faire une formation de coach, comme ça je vais pouvoir les accompagner encore mieux. Je suis arrivée à la formation de coach et là, je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? J'avais l'impression qu'il fallait que je faisais une psychothérapie en même temps. Parce que pour devenir coach, il y a un gros travail à faire sur soi. Juste là, je fais une parenthèse. Coaching de dirigeant, c'est coaching d'humain. Quand on dit coaching d'humain, on dit coaching de développement personnel aussi. Pardon les dirigeants, je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas entendre. Vous n'aimez pas entendre ça. En général, tout ce qui est développement personnel, on le laisse à la porte de l'entreprise. Tu vois, on n'aime pas trop parler de ça. Non, nous, on est des forts, on est des dirigeants, on n'a pas besoin de faire de développement personnel. Si, c'est un petit peu ça, je suis désolée. On ne vous le dit pas vraiment, mais chers dirigeants, en fait, on fait un travail sur soi. En faisant cette formation, j'ai repris mon fil. Il y avait un travail à faire sur soi. En tant que Karima, moi, qui va accompagner les autres, il faut d'abord que je sois bien dans mes baskets, en fait, avant de pouvoir accompagner les autres. Absolument. Donc, je suis arrivée là, et puis ils commencent à faire des exercices qui m'ont perturbée et tout. Je sortais de la salle, donc mes professeurs du coaching, désolé, je vous ai embêté, mais comme il faut. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais un gros travail à faire sur moi, donc j'ai commencé à faire ce travail. Tu vois, je suis aussi une dirigeante, hein, donc je ne voulais pas montrer. Il y a ce sois fort, tu sais, on ne montre pas ses émotions, on ne montre pas ses faiblesses. Et puis je suis tombée dedans, ils ont réussi quand même, ces professeurs, merci, à faire en sorte que je sois complètement dedans, je fais ce travail. Et puis en sortant de là, je me suis dit que du consulting, j'ai pas envie de faire de consulting. J'avais cette impression que le coaching permettait aux gens de se responsabiliser. Et c'est ce que je voulais. Tu vois, je voulais pas juste venir faire cet audit et puis leur dire, bon, voilà, la solution, c'est ça, vous allez faire ça, 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 ça. J'aurais pu, mais est-ce que je les aidais vraiment? Les aider, c'est leur faire prendre conscience de où est le problème et comment vous allez faire pour régler le problème. C'est là où je trouvais qu'il y avait une force.
Donc, au départ, j'ai commencé à faire juste du coaching. Et puis, j'ai fait confiance. Et puis, les gens venaient vers moi, beaucoup de soignants, beaucoup de médecins. Et puis, un dirigeant, puis un deuxième. Puis, tu sais comment ça se passe, hein, le bouche à oreille et tout. Et je me suis retrouvée à continuer à faire des dirigeants. En parallèle, j'ai fait une certification pour tout ce qui est test de personnalité, le Behave Compass. Le Behave Compass, c'est un test de personnalité qui te permet d'avoir à la fin plus de 224 000 profils différents. Ok. Donc ça te permet d'être ultra précis. Et puis j'ai commencé à faire des conférences pour les managers, pour les dirigeants. Et je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait un réel besoin. Et je me suis bien retrouvée dedans. Parce que j'ai été dirigeante d'une société, j'ai été directrice business unit dans une boîte pharma. Et je me suis rendu compte que le dirigeant était vraiment en souffrance, en fait. Je l'ai été. Ça va, toi? Je me suis. Tu l'es. On est en souffrance. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que le dirigeant, en fait, il doit être là. En plus, quand c'est ton entreprise, c'est encore pire. Tu as mis tout ton argent de poche. Tout se base là-dessus. Toute ton énergie. Toute ton énergie. C'est ton bébé. Tu sais, c'est ton bébé qui est là. Tu dois en prendre soin. Si tu as des collaborateurs avec toi, tu te rends compte de la responsabilité. Donc, voilà, tes collaborateurs, leur famille. Tu es responsable de ton entreprise, responsable de tes collaborateurs. Et puis, tu te retrouves dans une solitude parce que le dirigeant se dit, oui, il faut toujours avoir le smile, il faut toujours être motivé. Je n'ai pas le droit de montrer que je ne suis pas bien, je n'ai pas le droit de montrer qu'on est en difficulté parce que sinon, c'est panique à bord. Et puis, je parle à qui? À mes collaborateurs? Non, tu ne peux pas. Tu parles, si maintenant tu es juste directeur, tu as un N+1, tu lui parles, tu te dis oui, il va dire que je ne suis pas à la hauteur, tu pars à tes collègues et tu as peur. Donc en fait, on se retrouve avec des dirigeants qui ont de grosses difficultés à la maison parce que quand ils rentrent le soir, c'est l'épouse qui va prendre ou à se bouffer à l'intérieur. Et cette solitude du dirigeant que j'ai vécue moi aussi, eh ben, je me suis dit, ah, il y a quelque chose. Donc en fait, c'est les dirigeants qui sont venus vers moi. Et oui, aujourd'hui, je suis coach de dirigeants, je fais des conférences et des tests de personnalité, donc j'ai un côté profiling. Très bien. Ce que tu dis est tellement pertinent. En tant que dirigeant, je me sens indexé. C'est comme si tu me parlais directement à moi. Et je pense que les entrepreneurs qui nous suivent aussi vont se sentir directement touchés par tes mots. Ce que j'aimerais savoir, c'est quoi le déclic réel pour toi? Je sais que nous avons tous des parcours différents. À quel moment tu te dis, tiens, c'est ce que j'ai envie de faire, je suis à ma place? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Est-ce que c'est lors d'un coaching? Qu'est-ce qui a été vraiment le déclic? Je pense que le déclic, je l'ai eu bien avant dans cet accompagnement. Je suis une passionnée de l'humain. J'adore les gens. Alors tout le monde va dire, ah, elle vit dans le monde des bisounours. Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau. J'adore les gens. Je peux rien y faire. Et j'adore voir le comportement des gens. Alors, dans toutes les grandes villes où je vais, ou même ailleurs, tu vas dans une place et tu trouveras Karima assise sur un banc à observer les gens. Depuis toujours, depuis enfant. J'adore ça, à essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien. Et j'ai toujours aimé ça. Le déclic, peut-être en me disant, ouais, là, je suis à ma place. Bah déjà, je pense que tu le sens. Déjà, les dirigeants viennent vers moi. Et puis, c'est de voir ces dirigeants grandir et se sentir mieux. Et là, tu dis, ouais, il y a du sens dans ce que je fais. Après, désolée, je ne vais pas te dire, je me suis levée un matin, je me suis dit, je vais être coach de dirigeant. Non, c'est pas arrivé comme ça, tout doucement. Et c'est juste de se dire, est-ce que là, je suis à ma place? Puis quand tu as fait un coaching, ou quand tu vois un directeur, une directrice, une responsable, un CIO, te dire, ah, cool, merci, moi je suis bien là. Et là, je me dis, ah, je suis contente. Très bien. Et je vois aussi que lorsque tu parles, on sent que tu connais ton sujet. Parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et faire du coaching. Quand tu parles, tu as déjà dit, plus petite, tu aimais les gens. Tu aimais observer les gens. Tout le monde, il y a des gens qui vont s'ennuyer à s'asseoir sur un banc et regarder les gens passer. Une minute, ça va. Bah, 2 minutes, non, ça les ennuie. Mais toi, tu apprécies faire ça et je pense que c'est une qualité. La question que je me pose,
Lorsque tu as démarré ton activité de coaching, tu sais que tous les coachs qui nous suivent le savent, il y a le syndrome de l'imposteur au départ. On Oh. se dit, est-ce que vraiment je suis capable de le faire? Comment est-ce que je vais facturer? Est-ce que ça le vaut ou pas? Comment ça a commencé pour toi? Timidement ou bien tu y es allé à fond dès le départ? Pendant la formation, vers la fin, j'étais à fond. Mais c'est vrai que dès que tu arrives là, dans la vraie vie, parce que tu sais, tu fais les exercices avec des supports, avec les collègues, et dès que tu arrives, forcément, tu as le syndrome de l'imposteur. Mais après, le syndrome de l'imposteur, il n'est pas que chez le coach, hein. Il est aussi chez les dirigeants. Il y en a beaucoup qui ont le syndrome de l'imposteur. Effectivement, en fait, c'est cette confiance en soi. Mais quand tu n'as pas pratiqué, quand tu n'as pas eu des retours, eh ben, tu te dis, ouais, est-ce que je suis à la hauteur? Je reste humaine, hein. On est tous des humains. Et le doute, il vient tout le temps, à un moment donné. À un moment donné, il vient comme ça. Et après, ça dépend de qu'est-ce que tu en fais. Tu chopes le doute et tu lui dis, bon, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu en fais? Tu l'attrapes pas le Tu col. le gardes, voilà, exactement. Tu le gardes ou tu lui dis, écoute, assieds-toi à côté de moi, laisse-moi faire, fais-moi confiance. Et après, on discute si tu veux. Et oui, et justement, tu parlais de facturation. Et je vais te raconter une histoire. Tous les coachs ont un mentor. Parce qu'un coach, ça reste un être humain. Et pour pouvoir coacher, il faut qu'il se fasse mentorer aussi. Donc moi, je me fais coacher, moi la première, régulièrement. Et mon mentor me disait tout le temps, Karima, augmente tes prix. Moi, j'ai fait un prix bas parce que justement, tu vois, j'avais ce syndrome-là en disant, ok, si ça marche pas, au moins ils me diront pas que voilà, j'ai pas pris trop d'argent. Mais c'est fou, hein, comment on pense. Et lui me dit, augmente tes prix, augmente tes prix. Je lui disais, mais non, attends, un peu plus, laisse-moi 1 an, pratiquer, être plus à l'aise, apporter plus. Et puis je fais une séance avec une personne, un gars. Et à la fin de la séance, il me dit, je veux vous dire un truc, mais j'ai peur que vous le preniez mal. Je lui dis, non, allez-y, il n'y a pas de souci. J'ai une demande à vous faire, ok? Est-ce que je peux vous payer plus que ce que vous demandez? Et là, j'ai fait, ah, il est où mon mentor? Et en fait, je lui dis, pardon? Et je lui dis, est-ce que vous estimez que ce que je vous ai apporté vaut plus? Et il me dit, ben ouais, ça fait 20 ans que je fais une psychothérapie. Et j'ai pas eu cette prise de conscience. Et en une séance, on a eu la prise de conscience. Je fais OK. Donc, il a pris son portefeuille. Et puis, il a pris tout ce qu'il avait dans son portefeuille. Il me l'a posé sur la table. Ah ouais. Et là, je me suis dit, ouais, je vais peut-être augmenter mes prix. Et c'est en fait ces retours qui font que tu te dis, oui, peut-être que... Enfin, c'est même pas peut-être. Je suis à ma place. Lui m'a renvoyé, tu es à ta place. Et vas-y, augmente tes prix. Et fais confiance. C'est les débuts. Les débuts, c'est plein de doutes, plein de choses. Il faut y aller, en fait. Il faut y aller. De toute façon, si tu tentes pas, si tu oses pas, tu n'y arrives pas. Donc le doute, après, je suis allée lui parler, tu vois. Tu dis, hé, mon coco. Tu vois ce qu'on a fait là? T'as vu? Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Et tu vas voir que plus je vais pratiquer et plus je vais être à l'aise. Moi, je ne crois pas au hasard. Et les choses ont fait que je suis arrivée dans le coaching sans le vouloir. Je t'ai dit, c'était pour faire du consulting à la base. Et donc, je me dis que si je suis ici, je suis à ma place. Et c'est en croyant que tu es à ta place que tu vas pouvoir. Tu vois, c'est la phrase qu'on se disait, tout ce à quoi on croit se réalise et persiste. C'est ça. Alors, il faut y croire. Génial. Écoute, si vous êtes coach aujourd'hui et que vous nous suivez, donnez-vous l'autorisation d'augmenter vos prix ou encore d'aller crescendo si le feedback est positif et que vous avez confiance, augmentez vos prix, augmentez votre valeur et délivrez tout simplement derrière. Est-ce que je peux me permettre par rapport au prix? Moi, je rajoutais, n'hésitez pas à augmenter vos prix parce que je me suis rendu compte, au tout début, quand tu fais du coaching gratuitement pour t'entraîner. Tu n'as pas de résultat. Ton syndrome de l'imposteur, il n'est pas challenge, il est confortable. Non, mais il prend de l'ampleur parce que tu n'as pas de résultat et tu te dis, ouais, peut-être que c'est pas mon boulot, peut-être que je devrais pas aller là-dedans. Mais c'est quoi le problème? C'est qu'une personne qui vient et qui paye, eh ben, elle est investie en fait. Elle vient pour changer.
Une personne qui va venir, plus tu vas demander, ben, je te promets que plus elle va être à fond dedans et elle va tout faire pour changer. Dans ton coaching, il y a déjà un pourcentage qui est dans le prix. C'est-à-dire, la personne te dit, ben, moi, je vais payer ce prix et en plus, tu l'aides. Ça veut dire, je vais prendre soin de moi et je vais m'occuper de moi et je suis là et je vais le faire. Donc oui, ne faites plus des séances gratuites, ça va juste, vous allez avoir des personnes qui vont venir en touriste et qui vont pas être là, qui vont pas être présents, qui vont vous inventer des objectifs et qui va remettre en question vos compétences et vos capacités. Je pense que tu as tout dit. Parlant de coaching de dirigeants, puisque moi je suis très curieux, peut-être que tu vas me coacher après, on verra quand les caméras vont s'éteindre. Euh, Comment se passe une session de coaching avec un dirigeant? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Tout à l'heure, tu me disais en off qu'ils finissent tous par chialer. Non, non, c'est pas vrai. Je ne fais pleurer personne. Mais alors moi, mes coachings, moi je suis persuadée que pour être un bon dirigeant, il faut se connaître soi. Que tout vient de nous. C'est pour ça que ce que j'ai créé, ma société s'appelle Bispark. Soit l'étincelle, soit le déclencheur, parce que tout vient à partir de nous. Et pour pouvoir accompagner les autres, il faut se connaître soi. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis allergique à ce collaborateur? Pourquoi au moment de stress, je change complètement de comportement? Et donc, on va aller travailler les drivers. Les drivers, c'est quoi? C'est les messages contraignants que tu as eus étant enfant par une autorité parentale, que ce soit tes parents, les professeurs, que ce soit même un grand frère, et qui font aujourd'hui qui tu es, donc tes convictions, tes croyances, tes conditionnements. Donc forcément, les dirigeants qui font appel à moi, on va aller travailler, moi je vais là-dessus. Souvent, ils viennent, ils me disent, non Karima, tu es là, je veux que tu m'aides à structurer, à organiser. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais on va d'abord faire connaissance avec toi-même. Et puis on fait connaissance ils font connaissance avec eux-mêmes, ils se comprennent un peu mieux, pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis d'un seul coup, c'est assez bizarre, ils deviennent vachement structurés, vachement organisés. Et puis tout se fait assez simplement. Alors oui, certains ont la petite goutte parce que forcément, quand tu vas travailler là-dedans, des fois, il y a des petites choses qui reviennent du passé, qui reviennent. Et puis après, faut dire que les dirigeants, tu es un être d'émotion, Charvel. Ce sont des êtres d'émotion aussi. Et qu'ils ont ce masque souvent dans les entreprises. On ne montre rien. Et puis le coaching, c'est aussi un moment où on se retrouve avec une personne qui nous écoute sans jugement. Et c'est là où on peut déposer les choses. Donc oui, ça arrive. Ça arrive que tu les fasses chialer. Non, je les fais sourire. Ils sont super contents quand ils repartent. T'as vu, ils me payent même plus que ce que je demande. Tout à l'heure, tu parlais de la solitude du dirigeant. Ouais. Tu as été toi-même dirigeante, comme Ouais. tu as dit. Est-ce que tu veux m'en dire plus? Comment ça se manifeste? Quel conseil ou bien quel accompagnement tu apportes à ces dirigeants qui aujourd'hui sont avec ce masque-là ou bien qui sont dans cette solitude et qui sont un peu emmurés? La solitude du dirigeant, c'est un réel problème. Malgré tout, on ne le voit pas en fait. Tu vois, Charbel va pas dire « je me sens seule ». J'en peux plus, je me sens seule. Mais c'est une réalité, pour les raisons que je t'ai données tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut être très lourd. Souvent, les dirigeants ont des drivers le soi fort et le soi parfait. Et qui va mettre énormément de pression, de pression, de pression. En tant qu'être humain, on a tous besoin à un moment donné de sortir ça. C'est le truc de la cocotte minute. Hein. Il n'y a pas besoin de... voilà, à un moment donné... Et donc, le dirigeant, comme il doit toujours faire une façade, donc en fait, problème de santé, on a souvent mal au dos quand on est dirigeant, souvent mal aux épaules en plus. Non? C'est comme si tu portais des choses. Ouais, exactement. Quel conseil?
je ne suis pas conseillère, mais je vais essayer. Je ne suis pas consultante non plus. Déjà, juste être à l'écoute de soi. Être à l'écoute de soi, se donner des permissions, en se mettant toujours en protection. Tu connais les 3 P? Pour être dans sa puissance, je me donne des permissions en me mettant en protection. Explique, développe. Les 3 P. Je me donne des permissions, c'est de dire là, il me faut un moment. Là, il faut que je parle. Là, je communique avec mes collaborateurs en disant on va ralentir. Et en se mettant en protection. En protection, ça veut dire mettre un cadre, réfléchir, tu vois. Tout ce que tu fais, c'est je mets un cadre, je réfléchis, je me mets en protection et je me donne les permissions. Donc en fait, je m'écoute. Que ce soit dirigeant ou n'importe quoi, une personne a besoin d'être alignée avec qui elle est. Et le dirigeant aussi. Donc c'est cet alignement qu'il faut aller chercher. Donc oui, un coach peut être là à l'écoute, aider. Et puis, il y a un travail peut-être de communication aussi. On peut dire à ses collaborateurs des choses qu'on n'ose pas dire d'une certaine façon. Le dirigeant est vraiment dans cette je montre rien, je montre rien, je montre rien. Mais on peut dire aux collaborateurs, oui, là c'est un moment qui est compliqué pour l'entreprise, mais ensemble on va réussir. Ensemble, en fait, il y a aussi cette communication, comment je communique avec les autres, comment je communique avec le collaborateur, tout en m'écoutant. Et puis après, je pense que pour les dirigeants, la méditation est quelque chose de très bon. Ok. Je conseille la méditation parce que la méditation va permettre de se retrouver, de s'aligner. J'ai une phrase qui est importante, enfin qui est un genre de leitmotiv pour moi. C'est cette phrase qui dit « Trouve un moment pour t'arrêter, observer et recommencer de l'intérieur. » Prenez un moment pour vous arrêter, vous dire quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je ressens maintenant, qu'est-ce qui se passe. Faire un moment off et puis de recommencer avec clarté. Intéressant. Déjà, je vois que on commence à entrer sur un terrain de méditation. On commence petit à petit à s'orienter vers la spiritualité, ralentir le rythme. Ce que j'aimerais te poser comme question, à quel moment un dirigeant peut dire, écoute, là, j'ai besoin d'être coaché. En d'autres mots, tes clients, quand ils arrivent à toi, ils viennent dans quel état? Qu'est-ce qui les caractérise? L'idée, c'est que pour un dirigeant qui nous suit aujourd'hui, peut-être qu'il va s'identifier en se disant, tiens, effectivement, ce que Karima vient de dire, j'ai tous les symptômes, ou en tout cas les signes avant-coureurs, il est temps que j'aille voir quelqu'un. Pourquoi pas Karima? Oui, les signes avant-coureurs. Alors, malheureusement, avec les dirigeants, ils attendent toujours la dernière minute. Bah, tu m'étonnes. Le sois fort. Et en fait, souvent, quand ils arrivent, c'est que vraiment, c'est la dernière solution. Surtout dans... Alors, tu vas avoir certains pays, dans les États-Unis et tout, c'est dans la culture, avoir un coach. Dans d'autres pays, c'est devenu la mode. Tu vas à Dubaï et tout, c'est la mode. En disant, moi, j'ai le meilleur des coachs. Mais en France, en Suisse, c'est déjà plus avancé qu'en France. En France, on attend la dernière minute. Parce qu'on nous a appris que le dirigeant doit être fort. Le dirigeant, c'est lui qui va devant, c'est lui qui ramène tout le temps. Tu vois, c'est, allez, je suis là, je suis un Spartiate, tu vois, et je ne dois rien montrer et tout. Et en fait, souvent, quand ils arrivent, c'est un petit peu, tu vois, à la dernière minute. Et du coup, les signes, l'épuisement, les personnes qui sont assez, tu sais, qui s'irritent facilement. Et puis, ils le sentent, hein, t'inquiète, les dirigeants le sentent. Moi, c'est juste, qu'est-ce qui va faire qu'un dirigeant va appeler un coach? Okay. Alors, ou c'est par hasard, Charbel, il va mettre une vidéo et on va se reconnaître, ou quelqu'un va dire, un ami, un coach, ou il y aura une publicité qui va passer. Mais c'est vrai que le dirigeant ne va pas forcément aller vers le coach parce que pour lui, c'est vu comme une faiblesse. Pour quelqu'un qui a un driver, par exemple, soit fort, pour lui, c'est difficile d'aller voir un coach parce que c'est un peu un aveu de faiblesse qu'il n'y arrive pas. Quel conseil tu pourrais lui donner
pour lui dire qu'en fait, venir voir un coach, c'est pas de la faiblesse. Ah. Qu'est-ce que je dirais à Charbel Charbel a une certaine ou à époque. toutes les personnes qui ont un soi fort? C'est que vous ne serez jamais parfait. Vous ne serez jamais parfait. Parce que tu ne peux pas contenter tout le monde. Et qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te dire non, là, ça va pas, là, ça. Que ce soit un collaborateur ou un fournisseur. Et le soi fort, c'est de lui rappeler qu'il est humain, ce que je disais. Et tu as des émotions, et tu n'es pas une machine, en fait. Tu n'es pas un robot. Ce serait peut-être plus simple. Tu n'es pas une IA. C'est à la mode, donc je la sors, je la place, celle-ci. Tu n'es pas une IA. Et c'est de se donner les autorisations, les permissions, comme je t'ai dit. Et tous les dirigeants qui sont venus vers moi, des fois, c'est juste une rencontre comme ça, lors d'un événement, et on échange, et puis ils se sentent en confiance et ils se disent « Oh, je vais venir, j'ai pas de souci, c'est juste pour voir. » Et à la fin, ils se rendent compte que, ils ne sont pas moins forts d'être venus me voir, et au contraire. C'est que toute cette force, mais pas dans cette force de « je cache, je maîtrise, allez, je vais me sacrifier », c'est pas celle-ci. Enfin, toute cette force qu'ils mettent là-dedans vont l'utiliser pour la performance, et ils ont des résultats qui sont beaucoup mieux. Mais surtout, ils ont un bien-être qui est beau mieux, qui est meilleur. Ils vont se sentir alignés, forcément. Il y a des mots qui reviennent. Tu as parlé de sacrifice, tu as parlé d'être fort, tu as parlé de tenir, en tout cas tenir bon. Ça, ce sont des traits de caractère qui emmènent les dirigeants vers l'épuisement. Et une fois qu'ils sont au bord de l'épuisement, pour ceux qui percutent très vite, ils viennent te voir, mais ceux qui passent le pont, qui tombent en burn-out, est-ce qu'il y en a qui viennent te voir une fois en burn-out ou pas? Alors, le burn-out, c'est... il faut savoir qu'il passe par un thérapeute avant. Mais oui, tu en as. J'ai eu beaucoup. Alors, des dirigeants, des médecins. Des médecins avec leur cabinet qui étaient en burn-out. Tu te dis, un médecin, comment? Eh ben, c'est le plus difficile en plus, tu vois. Mais oui, ils arrivent dans cet état-là. Donc là, on ne peut pas tout de suite aller partir parce qu'un burn-out, c'est très, très compliqué. Et il faut qu'à un moment donné, quand on est en burn-out, l'esprit soit en pause. Et c'est juste permettre à l'autre de se recentrer et de se mettre en pause. Parce que c'est ça le problème avec le dirigeant. Il n'y a pas de pause, en fait. Ça tourne, il faut que ça tourne. Même la nuit, tu dors. Vraiment, en fait, à peine il y a un petit souci, comme je te disais, cette responsabilité qui est immense, en plus ce soit parfait, je ne dors plus. Toute la nuit, ça cogite, et puis j'attends le matin pour aller très tôt, à 6 heures du matin au bureau, parce que j'ai une idée, je vais tester ça. C'est sans cesse, non-stop. Non-stop. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça ne peut plus aller, parce que tu n'es pas un robot, et que le corps s'épuise. Lorsque les dirigeants viennent vers toi, ils ont pris la décision de travailler sur eux. Tu les accompagnes dans ce processus de travail sur soi. Et quand ils sortent, comment est-ce que tu les retrouves? Comment est-ce qu'ils sont? Si tu veux me décrire un dirigeant qui a travaillé avec toi. Ok, l'avant et l'après. Avant ça, je voudrais juste rajouter qu'on ne peut pas coacher un dirigeant qui ne veut pas être coaché. Et te dire aussi que certains dirigeants viennent vers moi en me disant « je veux être coaché », mais ils ne le veulent pas. Vraiment. C'est juste pour dire « ok, j'aurais tout tenté » ou parce que le N+1 lui a dit « tu dois avoir un coach ». Alors ça, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de nous envoyer des managers ou des dirigeants sans leur demander s'ils ont vraiment envie, parce qu'ils vont le faire juste pour... cocher une case, pour justifier qu'ils ont fait. Fait et que... Or, pour pouvoir coacher une personne, il faut vraiment qu'elle le veuille, sincèrement. Certaines personnes ne veulent pas. Certaines veulent rester dans... Un coach n'est pas un sauveur. Et les résultats qu'on a, en fait, moi je dis que le coaching, c'est le boulot le plus cool et pour les fainéants. On ne fait rien du tout, en fait. C'est le client qui bosse. Tous les coachs vont m'assassiner. Mais vraiment, si le client ne veut pas,
c'est lui qui va faire l'effort. En fait, c'est lui qui va faire le pas. C'est lui qui va me dire les choses. Moi, je suis qu'un miroir. Je suis qu'un miroir et je lui renvoie tout ce que lui ne voit pas. Et après, je l'interroge pour qu'il arrive à trouver sa voie. Comment il est avant, comment il est après? Je reprends l'exemple que je t'ai dit tout à l'heure où la personne est venue pour être structurée et organisée. Elle est arrivée, syndrome de l'imposteur, aucune confiance en elle, épuisée, parce que du coup, elle rentrait chez elle, elle n'arrivait pas à s'organiser, structurer, elle rentrait chez elle, elle continuait à bosser chez elle, elle bossait même des fois le week-end, elle culpabilisait par rapport à sa famille, donc tu as un mal-être qui est au boulot, à la maison. Et à la fin, elle m'a laissé un message sur LinkedIn que j'avais posté, et structuré, organisé, mais surtout, mais franchement transformée. Elle a été transformée. Elle me dit, je passe des moments avec ma famille, le soir, je ramène plus de boulot, ça se passe mieux, je me sens sereine en fait. Si j'arrive à ramener une personne, tu sais, dans le marketing, on utilise la situation actuelle et la situation désirée. Ouais. Quand tu vas voir un coach, c'est que tu en as gros la patate, c'est que c'est compliqué, c'est que tu n'y arrives pas. Et moi, c'est où est-ce que tu es aujourd'hui? Et je le pose la question, et comment tu sauras que le coaching a été réussi? Et on me le dit, je le demande au début. J'aimerais que quand on finit la séance de coaching, je sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà. L'objectif est posé, le cadre. L'objectif, ah oui. Le coaching, c'est un cadre et un contrat. Donc si on fait une séance de coaching, on se serrera la main et on partira parce qu'on devient une équipe ensemble. On devient une équipe pour ton bien-être, que ce soit professionnel ou personnel. Et on y va ensemble, on travaille ensemble et on pose le cadre. Je te dirai que tout ce que tu vas me dire restera entre nous. Mais je te dirai aussi que des fois, je vais peut-être te bousculer et t'embêter. Parce que mon but, c'est que toi, tu réussisses. C'est pas de te dire ce que tu as envie et puis te caresser. Je peux, si tu as envie, je suis là à l'écoute, je serai toujours là à l'écoute. Mais le but, tu as envie d'aller là-bas, moi, je t'accompagne pour qu'on aille là-bas ensemble. Donc, je pose un cadre et je serre la main et on est parti pour le voyage ensemble. Très bien. Il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure concernant le dirigeant, la personne que tu as accompagnée, qui ramenait du boulot à la maison. Est-ce que tu veux bien me parler du stress du compagnon ou de la compagne du dirigeant ou de la dirigeante? C'est-à-dire cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Parce qu'au boulot, il faut bosser, il faut bosser. On ramène du boulot à la maison. Les gens que tu as accompagnés, comment est-ce que tu vois cet équilibre? Comment ça se passe? Pour la petite anecdote, une fois, c'est une épouse qui m'a contactée, qui m'a dit « Vous ne voulez pas coacher mon mari ?» Elle en a gros sur le cœur, là. En fait, c'était un CIO. Et elle m'a dit « Mais moi, j'en peux plus. Quand il rentre le soir, il ne parle que de son boulot, des problèmes, des clients. Et moi, j'ai ma journée de boulot et je suis son épouse, donc je l'écoute, mais c'est compliqué. » Et c'est vrai que pour les conjoints, à un moment donné, si on ne se dit pas le boulot reste au boulot et qu'on le ramène à la maison, ça peut causer des problèmes. Tous ces moments où on pourrait parler de tout, des prochains voyages, de la maison, ce qu'on doit faire, des enfants et tout, on parle du boulot, on ressasse. Et puis après, si on dort pas bien, si on mange pas bien, puis si on est un petit peu irrité, si on a eu une mauvaise journée au boulot. Après, ça, c'est un petit peu tous les boulots. Mais c'est vrai que le dirigeant encore a tellement de responsabilités. Il a en plus un planning qui est tellement surbooké. Donc déjà, l'épouse, elle ne le voit pas beaucoup. Et quand elle le voit, il ne parle que de ça. Ou les seuls moments où ça va être un petit peu... Allez, c'est peut-être
les dîners d'affaires où il va ramener son épouse et voilà, et c'est un truc professionnel, mais il va être avec ses collègues et elle va pouvoir parler avec les femmes, avec les autres collègues, tu vois. Or, il y a beaucoup de problèmes de couple hein, chez les dirigeants. Ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup de problèmes de couple chez les dirigeants. Parce que, en fait, de l'extérieur, lorsque les gens voient les dirigeants, je dirais, ils ont un statut social, c'est des personnes qui avancent dans la vie, ils ont de la force, ils sont volontaires. Mais derrière, on ne réalise pas nécessairement le désastre avec lequel Oui, arrêtez, par pitié, arrêtez de croire tout ce que vous voyez et puis d'imaginer que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et en plus, avec les réseaux sociaux, tu vois de ces choses et tu dis, waouh, t'as vu la vie qu'ils ont? T'as vu, elle, la chance qu'elle a? Son mari est CEO, ils ont une belle voiture, une belle maison, une belle... Ah ouais? Oui, peut-être, et c'est ce que je souhaite, mais arrêtez de croire que c'est si simple. Oui, mais cette épouse, elle voit pas beaucoup son mari, il y a peu de moments, voilà, ils ont peu de vacances, c'est du stress en non-stop. Arrêtez juste de voir ce que vous avez envie de voir, quoi. tout à fait. Est-ce que, de ce que tu as pu voir dans tes coachings, est-ce que pour être compagnon ou époux de dirigeant, dirigeante, est-ce qu'il y a des traits de caractère particuliers que tu as trouvés chez ces gens-là? Chez les épouses et les époux? Oui. Ou bien des conseils que tu pourrais leur donner? Ah, mais de toute façon, c'est des gens très patients, ça c'est sûr. Et on dit que derrière chaque grand homme, chaque grande femme, il y a un homme et une femme. J'ai pas vu beaucoup d'épouses et d'époux, hein. Moi, je suis plus dans les dirigeants. Mais de ce que les dirigeants me transmettent de leurs époux et les épouses, c'est des personnes très patientes et résilientes, en fait. Et en même temps, ils puisent aussi chez la famille. Parce qu'en fait, et en même temps, c'est sûr, au boulot, tu es pris avec plein de trucs. Si tu n'arrives pas à te ressourcer à la maison, et en fait, l'épouse est là pour aider là-dessus. C'est quelque chose qui peut être compliqué parce que quand tu parles d'un dirigeant qui a besoin de se ressourcer à la maison, Mhm. imagine si la femme aussi est dirigeante. Ah. Et elle aussi a besoin de se ressourcer à la maison. Mm. Comment ça se passe? Mm. Est-ce que tu as déjà eu en coaching un dirigeant qui est avec une dirigeante et tout le monde vient à la maison, chacun essaie de se ressourcer, Mhm. personne n'écoute l'autre? Comment ça se passe dans Alors, ce couple? c'est compliqué de faire des généralités. Quand tu travailles dans l'humain, tu sais que chaque personne est unique. Te parler en général, je ne pourrais pas te parler en général. Tu pourrais avoir justement deux dirigeants et ils reviennent et au contraire, c'est une force parce qu'ils se comprennent. Ils savent que l'autre a besoin de temps. Il n'est pas souvent à la maison. De toute façon, moi, je ne le suis pas souvent non plus. Et ils se comprennent, ils peuvent partager, mais en toute objectivité, tu vois. Et après, en fait, c'est assez compliqué de donner une généralité là-dedans. Mais je pense que ces couples-là, c'est où ça passe ou ça casse. À mon sens. À mon sens. C'est où on se pose. Et de toute façon, dans toute situation compliquée, s'il y a une bonne communication, la communication est vraiment essentielle. Que ce soit avec tes collaborateurs, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec ton épouse. S'il y a une bonne communication, eh ben, tout passe. Et ce qu'il y a de très important, c'est que pour pouvoir vivre avec une personne, il faut qu'elle ait les mêmes valeurs que toi, tes valeurs hautes. Et les dirigeants auront forcément les mêmes valeurs hautes. C'est l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Donc, ils ont à peu près les mêmes profils. Et normalement, ils doivent s'entendre. Enfin, ils s'entendent en général. Ils s'entendent en général. Là, on voit très bien que il y a une phrase qui m'a parlé, moi, c'est la plupart du temps, ce n'est pas un problème de business, c'est un problème de personne. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui est au travail, le business, ça va pas, ça commence à chuter. C'est pas tant un problème structurel de l'entreprise. La plupart du temps, le problème vient du dirigeant. Est-ce que tu partages cela ou pas? Est-ce que tu l'as constaté dans tes coachings? Que c'est d'abord un problème d'humain avant un problème d'entreprise? Moi, je crois sincèrement que tout vient de nous. Je reprends Bismarck.
tout vient de nous. Et quand je parle de la solution est en nous, c'est pas forcément que tu aies les meilleurs outils, que tu aies les meilleurs logiciels, que tu aies les meilleurs collaborateurs, c'est ce que tu vibres. C'est ma croyance. Ce que tu vibres, et c'est pour ça que je disais tout ce à quoi tu crois se réalise, ce que tu vibres, ton énergie va attirer certaines choses. Si maintenant, j'ai tout ce qu'il faut, et tu le vois, hein, certains font de la communication en non-stop. Ils vont poster tous les jours des vidéos, tous les jours. Ils vont aller dans des événements, ils rencontrent, mais ça décolle pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu te dis, mais logiquement, si on est cartésien, il y a un truc qui passe pas là. Ouais. C'est pas possible. Et tu te dis, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Peut-être que c'est juste que tu y crois. Que tu crois pas. Que tu y crois pas. Là, ça manque pas. Là, c'est. Mais en fait, et tu le vois, et certains te disent, mais regarde-moi tout ce que je fais. Mais est-ce que tu es aligné avec ce que tu fais? Est-ce que tu le fais par automatisme? Ouais, je vais faire ça, parce que l'autre, il l'a fait et ça a marché. Aujourd'hui, en plus, dans le monde du coaching et tout, mais il y a tellement de monde, il y a tellement de concurrence. Tu as des formations qui te vendent comment attirer les patients et tout, mais ils te donnent vraiment, on est dans du consulting, une façon de faire. Donc, tout le monde va utiliser cette façon de faire, mais sans réelle conviction. Et en fait, quand tu attires quelqu'un, c'est ce que tu vibres qui va l'attirer. Je sais qu'il y a une personne, là, dernièrement, que j'ai vue, il m'a dit, je vous ai vu un jour, il y a très longtemps, et je me suis toujours dit, je reviendrai vers vous. Et je lui ai dit, pourquoi? On a échangé, il m'a dit, on a juste échangé, bonjour, mais il m'a dit ce que vous dégagez. Ce que vous dégagez. Ok. Alors, je ne dis pas. Et ça, s'il y a des coachs, si quelqu'un vous dit non, pour moi, ça ne va pas, ne le prenez pas pour vous. Ce que vous dégagez va parler à certaines personnes et pas à d'autres. On parle de couleur de coach. Moi, je vais avoir un certain coaching. Tous les coachs ne se ressemblent pas. Il y en a qui vont être ça va être très calme. Moi, j'ai tendance à des fois être push. Je vais aller titiller l'autre personne. C'est ma façon de faire. Et peut-être que ça va plaire à certains et pas d'autres, mais ça ne va pas remettre en cause mes compétences, tu vois. Et en fait, c'est ça, s'adapter. Mais, comme je disais, s'adapter, mais pour que la personne que tu vas attirer, en fait, c'est comme s'il y a un alignement. C'est comme s'il y a un alignement. Il y a des personnes, et même je pense pour les interviews, c'est pareil. Tu vas aller interviewer une personne qui, toi, t'a parlé. Il s'est passé quelque chose, il y a eu une vibration. Et on ne peut pas mettre ça de côté. Et oui, si à un moment donné, vous avez tout fait et que vous vous dites, pourquoi ça ne décolle pas? Eh bien, allez chercher la phrase que je t'ai dit. Trouve un moment pour t'arrêter, observer et redémarrer de l'intérieur. Alors moi, Charbel, je vais te dire, moi, je n'ai rien de posé. Le dirigeant qui va faire une journée où il va s'en sentir bien, c'est sa journée. Je ne peux pas donner d'eux. Je ne peux pas dire tu dois faire ça. Chaque personne est unique. Et moi, je n'aime pas les moules. Un dirigeant, peut-être que c'est aller faire danser de la salsa. J'adore la salsa, c'est pour ça que je l'utilise. Aller danser de la salsa. D'autres, et j'ai un peu du mal avec tout ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux. Lui, une journée type, tu te lèves à 5 heures, tu vas faire du sport, après tu vas faire ci, après tu t'occupes de toi, tu manges sainement. Mais foutez-vous la paix, en fait. Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est se foutre la paix et juste ressentir les choses. Tu as envie de le faire, tu le fais. Et tu n'as pas envie de le faire. Une journée off d'un dirigeant, mais fais ce que tu veux. Alors oui, manger équilibré, c'est bien. Mais si tu as envie de te taper une super pizza ou un pot d'Agendas ou Ben Jerry, j'aime bien. Je fais de la pub en plus. Fais-le en fait. Fais-le. Arrêtez de vous mettre plein de trucs dessus, des injonctions et puis l'autre il a réussi, il a fait ci, ça. L'autre il a réussi. Mais toi t'es pas l'autre en fait. T'es juste toi. Sois juste qui tu es en fait. Et c'est ça, donc non, je ne donnerai pas une journée type pour le dirigeant. Par contre, je lui dirais juste écoute-toi,
fais ce que tu as envie de faire. Voilà. Si tu as envie un dimanche de rester devant Netflix et de te regarder une série, fais-le. Parce que, mais tu le fais, mais sans culpabilité, sans jugement, parce qu'il n'y a pas pire. Si tu commences à faire un truc, tu te permets un moment où tu te détends et tu n'as pas envie. Et après, tu dis, ouais, j'aurais pas dû. Non, mais franchement, regarde l'autre. Pendant ces 4 heures, j'aurais pu créer un e-book et le vendre et le mettre dans un tunnel et j'aurais récolté 10 000 balles, c'est ce qu'ils te vantent. En fait, tu vas commencer à bouffer ton estime de moi, à commencer à être dur avec toi et baisser ton énergie. Fais-le si tu en as envie, mais par contre, kiffe ce moment en fait. Très bien. C'est intéressant ce que tu as dit et je pense qu'on est aligné sur le fait de s'écouter. Parce que lorsque tu es dirigeant, je parle pour moi, c'est que tu es souvent dans le faire, 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 faire. Tu es moins dans l'être et tu t'oublies dans le processus. Tu t'oublies, comme tu disais tout à l'heure, tu dois donner du résultat à ta boîte, tu as la responsabilité de ta famille, de la famille de tes collaborateurs. Bref, tu as tellement de charges que dans le process, il peut arriver que tu t'oublies. Et tout part de toi. Tu as dit Bisparck. Je vais te tirer un peu les verres du nez quand même. Qu'est-ce que tu as remarqué comme très commun chez les dirigeants que tu as coachés et qui se sont transformés, des récurrences? Tu vois, on aime bien, avec le cerveau cartésien, avoir des guidelines. Donc, je vais quand même te tirer un peu les verres du nez. Qu'est-ce que tu as vu comme caractère commun, méthode caractère commun? Je retrouve beaucoup le syndrome de l'imposteur. Ah Ils ne oui. me le disent pas. Moi, je le vois, mais eux ne me le disent pas. Donc, le syndrome de l'imposteur va aller vers la confiance. Est-ce que je suis au top pour faire ça? Est-ce que j'ai les compétences? Le dirigeant, c'est assez particulier parce que des fois, tu vois, le dirigeant peut être expert sur quelque chose, mais tout, par exemple, le marketing, tout ce qui est RH et tout, il ne le maîtrise pas. Et c'est très bien, en fait. Les dirigeants, vous ne devez pas tout maîtriser, en fait. Vous êtes des chefs d'orchestre. Vous devez juste faire en sorte qu'à la fin, le son est magnifique. La symphonie. La symphonie. Mais tu ne dois pas savoir jouer tous les instruments. Et souvent, les dirigeants se mettent une pression. Ça, tu le retrouves toujours. Les dirigeants sont très durs envers eux-mêmes. Le soi fort et le soi parfait sont des drivers qui sont dominants, qui veut dire que je me l'impose à moi et je l'impose aux autres, pas parce que je veux être méchant et tout, parce que je pense que que je leur rends service, en fait. Et donc, je vais aussi l'imposer aux autres. Et du coup, tu as donc ce côté imposteur, le soi fort. Et qu'est-ce qu'on a encore chez les dirigeants? On a un énorme problème de communication. Le dirigeant, lui, arrive avec une idée et puis avec des stress. Déjà, il me faut des chiffres. Et puis avec une idée. Et il est persuadé que comme lui a compris l'idée, tout le monde l'a compris. Lui connaît le chemin, il sait où il veut aller et il est persuadé que tout le monde a compris ce chemin-là. Et puis il va avoir un discours qui forcément va pas être compris des autres et surtout qu'il va oublier que les autres ne sont pas peut-être des soi forts. Peut-être que je vais avoir un soi gentil dans le tas et que la priorité pour l'autre, c'est d'être aimé. Et donc il va tout faire, il va te dire oui, oui, mais en fin de compte, il n'a pas compris le truc. Je vais avoir peut-être un fais vite et que lui, il ne peut pas faire des choses sur un long temps. Il a besoin d'avoir des one-shot. Il est très, très bon dans le stress et tout, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et en fait, tant que c'est pour ça que c'est hyper important de faire un travail sur soi pour connaître les autres. Moi, je fais des conférences pour les dirigeants sur manager avec les drivers. C'est comprendre mes drivers, mais comprendre les drivers des autres et comment je vais pouvoir communiquer avec eux et comment je vais pouvoir créer des binômes ensemble. Tu mets 2 soi parfaits, c'est fini.
Tu lui demandes un rendu, tu lui dis, je veux que tu me fasses voilà, une présentation sur ce sujet-là. Il va passer tout son week-end, la semaine, il va te ramener une présentation de 60 pages alors que toi, tu voulais 3 slides. Donc, le dirigeant doit apprendre à communiquer. Il doit apprendre. En fait, un dirigeant devrait être un coach. Wow. Mais un dirigeant, c'est tout. Un facilitateur, un enseignant, un coach, un chef d'orchestre. Tu dois avoir plein de casquettes et un communicant. Avec cette posture de coach, je vais comprendre ce que l'autre, parce qu'en plus, pour que tes collaborateurs soient efficaces, il faut qu'ils soient épanouis. Donc, il va falloir que je m'adapte à l'autre. Moi, mon soi fort, il va falloir que je le fasse à un moment donné. Ça va pas le faire. Parce que si l'autre a un besoin, tu vas avoir le soi gentil qui a peut-être un besoin de reconnaissance, l'autre a besoin d'avoir des, par exemple, le soi parfait. Lui, il faut impérativement que tu lui dises, tu as reconnu le soi parfait, tu lui dis, je veux que tu me fasses ce rendu en 3 slides où tu vas mettre à peu près ça. Sinon, il va perdre un temps et il va partir dans tous les sens. Donc cette communication, comment je vais communiquer avec les autres selon le profil qu'ils ont. Nous arrivons au terme de cet entretien avec Karima. J'aurais bien voulu continuer tellement il y a à dire sur la posture de dirigeant. On vient de voir qu'un dirigeant, non seulement il doit être un bon communicant, il doit être un coach, il doit pouvoir prendre soin de lui, il est également un chef d'orchestre. En gros, le dirigeant, il y a plusieurs casquettes. Et pour conclure cet entretien avec toi, Karima, est-ce que tu as 3 conseils à donner aux personnes qui nous suivent aujourd'hui, peut-être qui ont une petite entreprise, peu importe, pour leur faciliter le travail en tant que dirigeant? 3 conseils. Le premier conseil, c'est sachez qui vous êtes. Allez voir qui vous êtes vraiment. Et par rapport à ce que vous faites, posez-vous la question pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais parce que on m'a dit que je m'en sortirais jamais et que c'est une revanche? Est-ce que je le fais parce que l'autre l'a fait et que ouais, c'est pas mal, j'ai envie d'avoir la même vie que lui? Ou est-ce que je le fais parce que ça a du sens pour moi et que ça vibre en moi? Donc, qui vous êtes? Pourquoi vous faites ça? Et puis, j'aurais même plus que 3. Il y a un truc, foutez-vous un petit peu la paix. Prenez des moments où vous vous recentrez parce que l'entreprise n'avancera pas et ne marchera pas si vous n'êtes pas aligné et si vous n'êtes pas bien dans votre peau. Vous allez juste ramer, vous fatiguer, en prendre plein et puis ça va travailler sur votre confiance. Recentrez-vous, votre bien-être avant tout. N'oubliez pas qu'on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Conseil numéro 1, qui vous êtes. 2, pourquoi vous faites ça. 3, foutez-vous la paix. Et il y a un bonus? Il y a un bonus. Allez, le bonus, qu'est-ce que j'aurais dit? N'hésitez pas à demander qu'on vous aide. Parfait. Sur ce, nous allons clôturer cette émission. J'espère que vous avez apprécié tous les conseils que Karima a partagés aujourd'hui avec nous. Si vous êtes dirigeant et que ce qu'elle a partagé vous interpelle et que vous vous sentez déjà dépassé par les événements, n'hésitez pas à solliciter les services d'un coach parce qu'il s'agit de votre santé mentale, il s'agit de votre bien-être et sans cela, votre entreprise n'ira pas bien loin. Donc, je vais mettre le lien dans l'espace commentaire, dans la description de cette vidéo. Je vais mettre le lien vers les réseaux sociaux de Karima. N'hésitez pas à la contacter et elle se fera un plaisir de vous accompagner sur votre chemin. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.